Tac. Et ça y est, nous sommes en ligne. Toujours un peu brutal hein, quand on démarre les streams parce que avant il faut connecter les gens, tu cliques là, non, c'est dans la, il faut mettre la lumière, il faut mettre des écouteurs et tout. Bon. En gros, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va démarrer, je laisse quand même 1 minute 30 secondes aux gens. Avant même de te présenter, là, ils te voient, ils t'entendent, hein, Raphaël, mais Ok, pour un- bonjour à tout le monde. voilà, mais je vais meubler un petit peu le temps que les gens arrivent, vu qu'il n'y a pas eu trop de. Là, je sais pas s'ils sont au courant. Bah tiens, je vais RT le truc encore une fois avant qu'on démarre. Comment on fait? Tac, on RT ça. Voilà. Merde, je vais. Hop. Non, je vais RT un QRT. Et je vais mettre c'est maintenant. Voilà. Hop, comme ça c'est un petit rappel pour le tweet des gens. On voit et on entend, je confirme. Est-ce que les volumes ça va? Est-ce que tu peux dire bonjour aux gens, Raphaël, que je vois si les volumes ça va? Alors, bonjour à tout le monde. Eh ben on dirait même que c'est moi qui suis un poil moins fort, si il me semble bien. Euh, Bon bah ça m'a l'air bon, hein. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir camarades. Ah, il y a beaucoup de bonsoir camarades dans le chat. Je sais pas si tu as accès au chat. Tu regardes le chat en même temps ou pas, toi? Alors là, comme ça, Non, mais je... t'emmerdes pas, t'emmerdes pas. oui, c'est vrai, je suis un peu une galère en tout ce qui est voilà, ordinateur, tout ça, donc Bon bah je te alors laisse gérer tout ça. t'emmerdes pas avec le chat. En plus, Voilà, tout à fait. il y a beaucoup d'invités qui disent oula, ça déconcentre. Donc voilà, je serai ton Ok, référent. Alors ça bonsoir. marche. Alors comme d'habitude dans les entretiens, je vais pas. Ah, vous avez vu? J'ai une cigarette électronique maintenant. Bon, Raphaël, toi, tu t'en fous, mais moi. Voilà. Et ça, je me dis pour les lives, c'est mieux que de fumer des clopes. Donc voilà. Bon courage au modo, en effet. Alors, je rappelle, puisqu'on y est, vu le sujet de ce soir, alors j'ai intitulé le stream C'est quoi les antifas. Vu le sujet de ce soir, évidemment, ça va modérer à la pelle. Hein, à la pelle, à la faucille et au marteau même, ça va modérer. Donc, c'est-à-dire les petits trucs les petites réflexions, les petits trucs un peu ironiques, hein, comme les faf savent faire, ou même si vous avez des questions un petit peu sincères, n'hésitez pas à poster d'abord questions sincères, parce que si votre question est vraiment con, genre, je sais pas, un truc genre, les antifas ils sont quand même un peu aussi violents que les fachos. Par exemple, si c'est ça votre question de merde, n'hésitez pas à mettre vraie question avant qu'on vous dégage pas comme si on pensait que c'était de la provocation gratuite, en fait. Ah bah voilà, Barbure, ça c'est une bonne question. On va je pense, commencer par ça. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sinon allez voir le Ouvrez les guillemets d'aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui sur les paris sportifs. Mais allez le voir après, puisque là on va passer 1 heure, peut-être 1 heure et demie, je ne sais pas. C'est la fête de la musique, peut-être que tu as envie de sortir après pour te joindre à une Babtoukada ou je ne sais quoi. Non, ça Alors à va? Lyon, ils ont prévu des orages, du coup, ça risque d'être compliqué de sortir ce soir. Bon, d'accord. Non, bah tant mieux. Donc on peut prendre un peu de temps. Euh... voilà, la bamboche reprend. Donc bonsoir tout le monde. Allez, on démarre pour de vrai. On démarre pour de vrai et je fais les présentations. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cet entretien et merci d'être passé. Aujourd'hui on va parler d'antifascisme et on va essayer d'en parler un petit peu concrètement parce qu'il me semble que la saison s'y prête. Hein. Il me semble que ça commence à devenir quelque chose d'un peu urgent de penser ces questions-là, y compris en termes d'occupation des villes. Qu'est-ce qui se passe dans nos villes. Alors je sais pas où vous habitez vous, mais il se trouve que nous par exemple on est à Lyon et Lyon c'est historiquement une place forte hein, de l'extrême droite, notamment Cato Tradi aussi. Et donc l'Action française avait des locaux, je sais pas si elle les a toujours, mais l'Action française avait des locaux à Lyon. Et puis aujourd'hui, bah, les identitaires sont assez présents. Ils ont un bar, ils ont une salle de boxe pour faire de la bagarre entre
eux, mais j'imagine que le but à terme, c'est pas que d'en faire entre eux, hein. J'imagine qu'il y a des débouchés pour ce genre de formation. Donc voilà, si vous êtes dans une grande ville, la question peut se poser de savoir comment on gère localement les fachos, qu'est-ce qu'on fait, quoi, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais qu'on parle assez sérieusement de la question avec donc le camarade Raphaël Arnaud de la Jeune Garde Lyon, et Raphaël a accepté de venir discuter avec nous. Bonsoir Raphaël, voilà. Alors Bonsoir à tous et tous. tu étais, je vais te présenter un petit peu brièvement, tu es un ancien, parce que c'est assez inhabituel, ça a commencé dans le chat par une première question, c'était Barbure qui demandait, mais c'est son vrai nom, il a pas peur. T'es à visage découvert, t'es même à nom découvert. Pourquoi avoir choisi déjà d'accepter d'être visible en sachant que ça suppose un danger, c'est-à-dire que du coup tu deviens une figure identifiée à Lyon que un certain nombre de mecs qui traînent dans certains quartiers aimeraient bien pouvoir choper dans un coin, par exemple. C'est un risque calculé, et pourquoi tu l'as pris, ce risque? Alors déjà, je répondrai que malheureusement, ce n'est plus seulement les militants antifascistes qui sont visés par la menace de l'extrême droite, mais bien de nombreuses personnes, que ça soit en raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle ou de leurs idées politiques, on va dire à gauche de façon générale. Donc, même toi, Jules, voilà, tu t'affiches publiquement. Je pense que tu dois avoir conscience aussi du risque que tu prends. Après, effectivement, on a fait ce choix-là aussi un peu par défaut parce que tout simplement, j'étais une tête déjà bien mise en avant, notamment dans les cortèges. J'anime beaucoup les cortèges de la Jeune Garde Lyon avec d'autres camarades aussi. Et puis, on a fait ce choix-là parce que c'était trop important d'aller aussi sur la question des idées. C'est-à-dire que trop longtemps, les antifascistes ont fait un travail très, très intéressant hein, de veille, de terrain, etc., etc., mais sans montrer véritablement les idées qu'il y a derrière et ce qu'on défend, le modèle de société auquel on appartient. Et pour nous, c'était très important enfin d'apparaître face à toutes les idées d'extrême droite, malheureusement, qui pullulent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des chaînes médiatiques bourgeoises, notamment du milliardaire Bolloré, etc. Et alors toi, ton parcours, tu dis que tu étais déjà une figure identifiée, c'est-à-dire avant de rejoindre la Jeune Garde, tu étais déjà dans une orga. Alors, j'ai milité à travers diverses organisations, voilà, notamment de gauche, hein, de façon générale, qu'elles soient syndicales ou politiques. Mais c'est vrai que, on va dire, mon cheval de bataille, notamment en étant à Lyon, ça a toujours été la question de l'extrême droite. Et il nous est apparu avec diverses personnes qu'il fallait s'organiser dans une organisation qui luttait spécifiquement sur le terrain de l'extrême droite, tant de dangers étaient présents. Voilà. Alors comme son nom l'indique, la Jeune Garde, elle est jeune. Ça a été fondé il y a combien de temps? Oui, ça a été fondé il y a combien de temps déjà, et tu l'as rejoint quand? Alors, elle a été fondée en 2018. Et en fait, j'étais parmi pardon, les fondateurs. Mhm. Voilà, dès 2018. Donc, janvier 2018, c'est l'officialisation du groupe, même si évidemment, on s'était déjà retrouvé un peu auparavant pour discuter d'un projet de ce type. Alors j'imagine que le groupe se fait d'abord, bon, ça doit être des gens qui traînaient déjà ensemble ou qui se côtoyaient déjà, j'imagine, dans les cortèges ou qui se connaissaient un petit peu dans les manifs. Mais putain, ça y est, c'est le bordel d'être dehors là. Attends, je vais fermer la fenêtre parce que Lyon, c'est bien mignon, mais là ça y est, ça commence à taper sur des casseroles ou je sais pas quoi. Attends, 2 secondes, vous entendez le bordel là? C'est pas dans ma tête, hein. Voilà. Désolé, Tant pis, petit on aura rhume. chaud, on aura chaud. Pas grave. Euh, Bon, qu'est-ce que je disais? Non, c'est bien la fête de la musique, là. Connerie. Donc, je disais quoi? Je disais. Ah oui, je disais, bon, au départ, c'est des gens qui se connaissent entre eux, etc. Mais c'est quoi le projet particulier de la Jeune Garde? Parce qu'il y a d'autres groupes Antifa, hein, il y a pas de. Il y a d'autres groupes Antifa à Lyon, mais aussi ailleurs. Voilà, il y a différentes stratégies possibles. Quelle a été, dès le début, la stratégie de la Jeune Garde? C'est quoi le Alors, but? pour rappel, on existe aussi à Strasbourg et à Paris. Mhm. Voilà, donc à la base, c'était pas une vocation de la Jeune Garde à se développer sur le plan national, mais ça s'est fait de fait. Et ce qui est intéressant avec cette organisation, c'est que on vient du terrain. C'est-à-dire que véritablement, là, on s'est retrouvé. C'est notamment sur la question des violences de l'extrême droite.
dans un premier temps, qui était perpétuelle, notamment à l'arrivée du Bastion Social, qui est une organisation qui émane du GUD, qui heureusement a été dissoute et on a réussi aussi à faire fermer leurs locaux depuis. Mais il faut savoir que à ce moment-là, en 2018, le Bastion Social, c'est une, voire deux attaques par semaine, que ça soit dans le 5e arrondissement ou aussi dans le 1er arrondissement, quartier dit de gauche à Lyon, qui étaient systématiquement visés. Donc nous, dans un premier temps, ça a été tout simplement de recréer du lien entre nous et de faire face à ces attaques de l'extrême droite dans la rue, mais aussi d'organiser avec le maximum d'organisations politiques, syndicales, associations, une riposte large, unitaire. Et c'est vrai qu'il y avait un petit manque de ce côté-là à Lyon. Il y avait déjà des initiatives qui étaient lancées, et tant mieux, mais on trouvait que le panel n'était pas assez large pour pouvoir répondre aux dangers de l'extrême droite. On va développer un petit peu ce danger justement de l'extrême droite. Quand tu parles de 2 attaques par semaine, moi je raconte un petit peu aux gens qui sont pas lyonnais, je leur dis moi ce que je vois passer, ne serait-ce que moi ce que je vois passer sur les réseaux, c'est au moins un truc par semaine en ce moment. Moi je leur parle de démonstration de force. Aujourd'hui c'est des mecs qui peuvent sortir à 50 pour défoncer une librairie, etc. Mais quand tu parles de 2 attaques par semaine à l'époque, c'est des attaques de quoi, de qui? Ils sont combien, ils font quoi à l'époque de Bastion Social, hein. On revient de Bastion Social. Bastion Social, c'était donc des anciens gudards qui s'étaient inspirés de Casa Pound, ce qu'avaient fait les Italiens. C'est-à-dire, pourquoi social? L'idée de, sous couvert de mener un petit peu des actions de type humanitaire, mener aussi des actions de type identitaire. Donc dire regardez, nous on n'est pas que des brutes, on n'est pas que des gros faf, on va aussi donner un sandwich au SDF bien de chez nous, et regardez, on va faire un peu du social avec le SDF bien de chez nous. Ils avaient repris le concept des Italiens, c'est ça si je me plante pas déjà, Bastion Social. Tout à fait, très bon résumé. Et d'ailleurs, ils ont débuté avec une ouverture d'un squat réservé aux Blancs, selon leurs termes, aux Européens occidentaux. Et c'était dans le 1er arrondissement, la place des Jacobins, le 2e, je me souviens plus exactement. En tout cas, la place des Jacobins, voilà, quartier bourgeois de Lyon. Donc, on voit bien aussi là où ils tentent de s'implanter. C'est pas dans les quartiers populaires, c'est pas là où il y aurait besoin justement d'une certaine solidarité. C'était dans leur zone de confort, c'est-à-dire chez la bourgeoisie lyonnaise. Et c'est toujours là d'ailleurs où ils se sont sentis le plus à l'aise et encore aujourd'hui. Et du coup, si tu peux revenir à ta question initiale, Ouais. s'il te plaît. La question c'était, au-delà de cette vitrine, parce qu'il y avait déjà la tentative, un petit peu comme avec Génération Identitaire, d'avoir une espèce de vitrine un poil plus montrable, de communiquer un petit peu, mais au-delà de cette vitrine, il y avait toujours ce côté occupation du terrain, occupation de la rue et coup de force, quoi. Et tu me disais qu'il y avait genre 2 attaques par semaine, je te demandais c'était quoi comme attaque, du coup, concrètement? Ouais, alors dernièrement, il y a eu les attaques assez spectaculaires d'ailleurs qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, notamment de l'attaque de la Plume Noire, l'attaque sur la marche des fiertés lesbiennes, l'attaque sur la manifestation féministe aussi. Enfin, heureusement, ils n'ont pas réussi à l'aboutir, mais en tout cas, la tentative d'attaque sur la manifestation féministe du 7 mars. Effectivement, c'est des actions très spectaculaires où ils étaient au moins une cinquantaine armés à attaquer. Au moment du bastion social, ils étaient tellement à l'aise, on va dire ça comme ça, dans la rue, qu'ils n'avaient même plus besoin de venir à 50 et armés. C'est-à-dire que c'était des petits contingents de 5, 10 personnes qui venaient harceler les habitants et les habitantes du Vieux-Lyon, qui venaient harceler les habitants et habitantes du 1er arrondissement, que ce soit des agressions racistes, que ce soit des agressions sur des personnes identifiées comme étant de gauche, que ce soit des personnes issues de la communauté LGBTI. Et ouais, vraiment, c'était 1 à 2 fois par semaine. Par exemple, moi, je viens du quartier de la Croix-Rousse. Lorsqu'on passait dans un bar, on nous disait ah ouais, vous avez loupé quelque chose, les gars. Il y a même pas une semaine, il y a une personne noire qui s'est fait mettre à moitié à poil et bastonner dans la rue parce qu'il y avait 5 fachos qui étaient dans la rue. Et c'est vrai que ces personnes portent pas plainte systématiquement. C'est pas forcément des actions qui sont médiatiques parce que ça se passe soit tard la nuit, soit les gens comprennent pas trop ce qui se passe, etc. Et malheureusement, c'était nous en tant que militants de terrain, ouais, c'était une réalité qu'il y avait 1 voire 2 attaques par semaine. Il en est de même sur les mouvements sociaux. Moi, j'ai commencé à vraiment m'investir sur les questions sociales au moment de la loi travail, donc en 2016. Il faut savoir que systématiquement, il y avait des militants d'extrême droite, soit des fois qui ont attaqué la manifestation, notamment devant la manufacture des tabacs, donc la fac Lyon 3, qui historiquement, il y a une implantation de l'extrême droite en son sein, donc qui ont attaqué de plein fond des manifestations. Mais aussi, à chaque fin de manifestation, il y avait des militants d'extrême droite qui traînaient autour, soit pour intimider, soit pour agresser des militants et militantes de gauche,
pour nous, ça a été un signal d'alerte. C'était plus possible que ces gens-là approchent nos mouvements sociaux, essayent de détruire nos solidarités. Et ça a été tout simplement aussi d'inverser la peur, c'est-à-dire de dire si vous venez nous confronter et nous agresser, eh ben, on vous répondra et on vous dégagera de la sorte. Et ouais, il y a eu de très bons retours de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que le risque de l'extrême droite, il est terminé sur Lyon. Loin de là, on l'a vu encore dernièrement. C'est juste que c'est différent. C'est-à-dire que pour attaquer, ils vont devoir être 50. Ils vont devoir prévoir leur attaque. Et ça va non pas être 1 à 2 fois par semaine, mais toutes les 2-3 semaines, voire maintenant, des fois, on arrive à espacer en mois. Sur les mouvements sociaux, c'est pareil. Il a fallu un rappel assez fort de la jeune garde, mais aussi de d'autres antifascistes pour les dégager du mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est vrai que dernièrement, ils s'écartent. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus traîner autour des mouvements sociaux, on ne les voit plus agresser, en tout cas à Lyon, parce qu'on a mené ce travail-là depuis plusieurs années, et c'est une vraie belle réussite, en tout cas de ce point de vue-là. Ouais, je me souviens d'une manif, alors je sais plus ce que c'était, je crois que c'était cheminot, retraite, je sais plus quoi, qui passait par Saint-Paul, parce que il y avait une gare à Saint-Paul, et donc il y avait des cheminots. Or, Saint-Paul, c'est leur quartier, et j'avoue qu'on les voyait littéralement tourner autour. Alors, ils se dissimulaient un petit peu, et on voyait qu'ils filmaient les gens présents, etc. C'est une sorte d'intimidation aussi, de dire vous êtes chez nous là, on va filmer les visages et comme ça après on va vous reconnaître, etc. Bon, ça ensuite il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Comment ça, est-ce qu'on peut revenir sur ce moment-là? Je pense que vous avez eu pas mal de taf sur les bras. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment des Gilets jaunes? Parce que c'est vrai qu'au début c'était un mouvement qui était confus, hein, on va dire, politiquement, qui partait un petit peu dans tous les sens. On a vu des cortèges se dessiner avec l'histoire du pacte de Marrakech à Lyon, il me semble aussi. Donc il y a eu une tentative franche et claire d'infiltration et d'appropriation du mouvement par l'extrême droite. Comment vous avez géré ce truc-là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces semaines-là? Ouais, alors dès les premières semaines, c'est vrai que les Gilets jaunes, on était interrogatifs sur ce que ça allait donner, parce qu'on sentait bien qu'il y avait de la colère qui s'exprimait, mais on savait pas trop ce que ça allait donner exactement. Et c'est vrai que pour le coup, dès les premiers actes, notamment à Lyon, c'était même pas une tentative d'infiltration, c'était carrément, ils prenaient la tête des cortèges avec des banderoles, ils s'improvisaient service d'ordre de la manifestation. Malheureusement, la plupart des Gilets jaunes n'étaient même pas au courant de qui étaient ces gens, parce qu'ils faisaient quand même attention à éviter quand même des slogans trop racistes. Voilà, ils essayaient d'axer en mode Gilets jaunes tous ensemble pour essayer de fédérer un peu autour de ça, etc., etc. Et très rapidement, ils se sont mis à faire la police des Gilets jaunes en dégageant tout ce qui ne leur ressemblait pas ou qui les gênait, à attaquer des gens, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a décidé de s'y impliquer, d'une part parce que ça répondait à une colère de notre camp social, face aux attaques de la bourgeoisie qui sont perpétuelles, mais aussi en tant qu'antifasciste, parce que tout simplement, ces gens-là attaquaient des militants syndicalistes, des gens qui considéraient comme étant de gauche, alors que ils n'avaient aucune appartenance syndicale ni d'organisation politique. Et pour nous, ça a été de la survie de les dégager de ce mouvement-là. Ça a été de la survie pour faire vivre nos idées de solidarité, aussi des questions sociales. C'est-à-dire que c'est des gens, systématiquement au sein des Gilets jaunes, essayer de ramener la question de l'immigration. Mais les gens au sein des Gilets jaunes, ils ne voulaient pas parler de ça. Ils voulaient parler du portefeuille, ils voulaient parler de rehaussement des salaires, ils voulaient parler de qu'est-ce que fait le patronat qui s'enrichit depuis plusieurs années et qui essaie de nous faire payer ça. C'est ça dont les gens voulaient parler au sein des Gilets jaunes, notamment au sein de l'Assemblée générale de Lyon. Et l'extrême droite, c'est un réel danger parce qu'ils essayaient de détourner la colère, comme ils le font à chaque fois, pour s'attaquer aux partis les plus précarisés de notre société, notamment les sans-papiers. Voilà. Et donc, pour nous, ça a été une histoire de survie de nos idées, mais aussi de notre physique, même, je dirais même, parce qu'on a engagé effectivement un véritable rapport de force. Et heureusement, on les a dégagés. Et notamment, il y a un acte des Gilets jaunes, il me semble que c'est l'acte 16, je ne me souviens plus exactement, mais notamment où ils ont attaqué véritablement les Gilets jaunes. On était parti de la manifestation depuis Bellecour. Ils ont attaqué à plus de 80 militants d'extrême droite, notamment il y avait des soutiens de Paris, des hooligans néo-nazis, des Zouaves Paris, etc. etc. Il y avait tous les groupuscules de l'extrême droite lyonnaise qui étaient fédérés autour de cette question, qui ont attaqué les Gilets jaunes après que la manif est partie depuis une bonne quinzaine de minutes. On les a repoussés. Non pas seulement les antifascistes, mais l'ensemble des Gilets jaunes. Il y avait juste à voir les Gilets jaunes, quand on les a dégagés, le soulagement que ça a été. Les gens applaudissaient, les gens nous soutenaient, les gens scandaient contre ces militants d'extrême droite. Donc ça a été une véritable bataille importante de ce point de vue-là sur la question de l'extrême droite.
Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais oui, je me souviens. C'est vrai que quand les fachos étaient dégagés, il y avait des fachos dégagés. Enfin, oui, oui, ça gueulait des slogans de ce style-là. Et je crois qu'on avait rapporté justement cet événement-là, ce moment-là, on l'avait rapporté dans OLG, dans l'épisode, si vous voulez retrouver les images, l'épisode sur les identitaires, justement, qui était sorti en fin d'année dernière. Je voulais aller où? Ah oui, j'ai quand même quelques questions dans le chat pour essayer L'idée, c'était quand même de faire tomber un petit peu quelques clichés sur les antifas. Et il y a des gens qui disent, bon, alors en relayant les éléments de langage de l'extrême droite pour le coup, ils disent que les antifas, c'est des espèces de bourgeois de Sciences Po blancs. Alors déjà, bon, toi tu es blanc, hein, mais est-ce que tu es de Sciences Po, est-ce que tu es bourgeois? Alors non, aucun des deux. Et inversement, ce qui est assez drôle, c'est que justement, c'est la rhétorique un peu de l'extrême droite. Il y a juste à voir d'où viennent ces gens-là. Notamment Génération Identitaire, qui sont implantés dans le vieux Lyon Montée du Change. Et juste au-dessus, il y a des établissements privés, catholiques, bourgeois, qui Mhm. s'appellent les Mazaristes et les Lazaristes, pour ne citer qu'eux. Et effectivement, la majorité de leurs militants et militantes viennent de ces milieux-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement la petite bourgeoisie, voilà, intellectuelle, comme on peut retrouver des fois à gauche, c'est vrai, c'est la bourgeoisie, voire même la noblesse, on pourrait les appeler comme ça. Mhm. Je pense à notamment Marc de Cacré-Valmeunier, avec Oui. le nom, ça doit être tilté, nom à particules. Marc de Cacré-Valmeunier, leader des OAF Paris, hooligan, auteur de nombreuses attaques, notamment sur des cortèges de gilets jaunes, etc. Et ben, cette personne est issue justement de cette noblesse, de cet héritage, il semble, colonial, de familles très royalistes. Euh, voilà, c'est ces gens-là auxquels on a à faire face. Nous, on vient humblement de notre camp social, c'est-à-dire des travailleurs et des travailleuses. On s'organise pour la défense de ce camp-là. Et ouais, c'est d'une malhonnêteté assez folle, sachant que c'est justement leur caractéristique. Et puis après, sur le côté, effectivement, un milieu antifasciste blanc, bah, c'est vrai qu'il y a des blancs, parce que nous, on est dans l'antifascisme de classe, c'est-à-dire on se revendique du camp social des travailleurs et travailleuses, dans lequel il y a des blancs. Il est vrai qu'il y a une spécificité particulière sur la question de l'extrême droite qui vise systématiquement, qui organise toute sa rhétorique autour des questions racistes. Donc effectivement, ça touche particulièrement la communauté musulmane, les juifs et les juives, les personnes noires, les personnes racisées, comme on pourrait dire. Et puis après, s'il y a des personnes qui ont des doutes sur ce que sont les antifascistes, qui viennent faire un tour dans le cortège de la Jeune Garde, et Mhm. il n'y aura pas de souci là-dessus. Il Voilà. est, il est pas dur à trouver parce que vous aviez un drapeau énorme à la dernière marche, la marche du 13 juin. Comment il y a des gens qui m'ont demandé en préparant cette émission, il y a des gens qui m'ont demandé tout simplement comment on vous rejoint justement. Comment on prend contact avec la jeune garde? Comment on peut éventuellement alors il suffit de venir vous voir dans les cortèges, mais s'il n'y a pas de cortège ce jour-là, enfin s'il y a pas de manif. Alors, déjà, nous, effectivement, on fonctionne beaucoup à l'humain. C'est vrai que bah, voilà, on fait face à de la violence extrême. Hmm. On a besoin d'une solidarité sans faille entre nous. Donc effectivement, on fonctionne beaucoup à l'humain, on a besoin de beaucoup de confiance. Ça ne veut pas dire qu'on fonctionne qu'à l'affinitaire. Heureusement, on fonctionne sur des bases politiques, faire reculer l'extrême droite. On n'a pas de critères de recrutement spécifiques, c'est-à-dire que nous, on pense sincèrement que tout le monde peut lutter contre l'extrême droite. Oui, après, que les gens viennent nous voir dans nos cortèges, c'est le bon moment de discuter. Que les gens aussi, voilà, comme il y a des gens qui le font, qui nous contactent sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Instagram qui est la plus active, mais aussi sur les Twitter, que ce soit nos comptes individuels avec nos porte-paroles, que ce soit Maya, porte-parole de Paris, Jem, porte-parole de la Jeune Garde Strasbourg, ou moi-même, porte-parole de la Jeune Garde Lyon, qui n'hésitent pas voilà, à nous contacter directement ou à travers aussi les pages locales, voilà, sans souci, et on tâchera d'y répondre au maximum. Alors, il y a Sir Mestir qui dit ça fonctionne beaucoup à l'humain, donc ça veut dire c'est un groupe affinitaire concrètement. Mais c'est-à-dire il y a des risques en fait, on laisse pas rentrer non plus n'importe qui dans le cercle d'infos, etc. Quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi sur un combat assez concret qui fait qu'on doit aussi être sur ses gardes pour ce qui est risque d'infiltration. C'est ça aussi que tu veux dire. Tout à fait. Après, sans être non plus complètement parano, il y Hmm. a des risques très concrets. C'est-à-dire que l'État, à un moment, peut aussi avoir envie de jeter un œil dans nos mouvements parce qu'on dénonce aussi la politique de l'État, notamment lorsque un ministre comme Gérard Darmanin vient sans cesse rappeler ses rhétoriques racistes. D'ailleurs, un milieu duquel il vient, il est issu
du groupuscule royaliste antisémite, l'Action française. Donc oui, effectivement, on est vigilant sans être complètement parano. De même aussi des infiltrations de l'extrême droite. C'est pas interdit qu'un jour des militants et des militantes d'extrême droite tentent de s'infiltrer à la jeune garde. Alors je vous assure, on est préparé à ça et il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Mais quand même, de façon générale, nous, on est ouvert aux discussions et c'est par la discussion et par l'humain qu'on arrive à faire ça, sans rentrer dans un truc complètement non plus affinitaire. On a besoin de confiance, c'est sûr, entre nous. Alors, j'ai deux questions. En fait, j'ai beaucoup de questions du chat. Je pensais mener un peu plus l'entretien moi-même, mais je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. À commencer par celle du camarade David Dufresne. Je sais pas si tu connais ce journaliste, Oui, bien sûr, tout bien à fait. connu. Tu l'as déjà vu? Oui, à une université d'été du NPA, voilà, il était venu présenter son film. Ah, voilà, bah voilà. David Dufresne qui demande, question amicale à l'invité, d'où vient l'iconographie assez martiale de la jeune garde? Je pense aux banderoles notamment. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le choix des symboles, des couleurs? C'est quoi un petit peu les sources d'inspiration? On est d'accord que c'est une question relativement particulière, mais qui a son intérêt parce que ça dit quelque chose aussi. L'esthétique dit aussi quelque chose de l'éthique. Qu'est-ce que vous entendez par martial, du coup? Ah bah ça je sais Parce que pas. martial, j'avoue que j'ai du mal un peu à le définir comme ça. Martial, c'est guerrier, si tu veux. D'accord. Alors, déjà, on a plusieurs formes d'apparition visuelle. Alors, effectivement, on a repris l'image notamment de Guignol. Guignol, qui est un personnage historique à Lyon, qui d'ailleurs est plutôt, bah voilà, contre un peu son personnage rime un peu avec anti-autoritarisme, etc. C'est plutôt ce qu'évoque l'histoire de Mm. Guignol. Et on a été fortement touché lorsque Génération Identitaire a osé reprendre ce symbole qui est plutôt, on va dire, de gauche, entre guillemets. C'est vrai que ça nous a vraiment frustrés. Du coup, on a voulu tout simplement le réutiliser. Oui, parce que C'est vrai que Guignol, Guignol, il se fait taper par le gendarme, machin. exactement. Ouais. Guignol se fait taper par le gendarme et souvent, bah, il prend l'arme du gendarme, donc l'autodéfense. Hein, et voilà, c'est pour ça qu'on a Guignol, c'est vrai, avec notamment voilà, un bâton, tout simplement, en effigie. Après, nous, par contre, vous verrez aussi, notamment dans notre esthétique, qu'on fait très attention aussi à ça, parce qu'on pense qu'il y a un rôle à jouer dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut montrer. Et voilà, donc c'est vrai qu'on fait attention voilà, à apparaître de façon esthétique, voilà, avec des jolis drapeaux, Mm. des D'ailleurs, jolis banderoles, des jolis visuels. ça vient d'où cette... Alors, on en a brièvement parlé, mais c'est une volonté qui me paraît assez originale, parce qu'il y a beaucoup de groupes antifa qui vont être un peu plus discrets, on va dire. Vous, au contraire, vous voulez être vu, manifestement, vous communiquez plus que d'autres ne le font. Et donc, ça vient d'où, du coup, cette stratégie? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi avoir des porte-paroles? D'ailleurs, vous avez un porte-parole à Lyon, vous en avez une à Paris et un autre à Strasbourg, c'est ça? Vous parlez dans les médias, ça aussi, et à visage découvert. Donc on en a un petit peu parlé au début, mais c'est une stratégie qui est nouvelle, ça. Ben, je pense que la stratégie n'est pas nouvelle, puisque de nombreuses organisations pratiquent ça depuis longtemps. Et voilà. Par contre, effectivement, ce qui est un peu nouveau, c'est que des militants de terrain sur la question antifasciste viennent à faire ça. Alors, ça avait déjà été le cas avant nous. Hein. Il y a diverses organisations qui ont déjà voilà, montré des fois des visages, montré des discours à visage découvert, etc., etc. Ça a été une volonté du groupe, tout simplement, pour faire face aussi justement aux rhétoriques d'extrême droite. On pensait qu'il y en avait besoin de nous montrer, parce qu'en fait, ils jouent là-dessus, l'extrême droite. Ils jouent sur le fait de... Ouais, en fait, on peut dire un peu n'importe quoi sur eux, parce Mm. que c'est des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne Mm. situe pas, qu'on n'entend pas parler. Bah, nous, ça a été une réponse à ça, en disant, bah voilà, maintenant, vous nous voyez. Osez affronter vos arguments face à ce qu'on est réellement. Et voilà, tout simplement, ça a été dans ce but-là. Oui, Après, ça oui. a mis un peu de temps. D'ailleurs, le système de porte-parole là est venu récemment, là, puisque aussi c'est une construction du groupe. C'est-à-dire que petit à petit, voilà, nous, on a un groupe, on se renouvelle. On n'hésite pas à se dire bah, à quel moment on a pu faire des erreurs, à quel moment on pourrait progresser. Et ça a été une marge de progression. Comme je le disais tout à l'heure, notamment pour répondre face aux idées d'extrême droite de façon générale, bah, c'est vrai qu'il faut aller sur ce terrain-là. Il faut se montrer, il faut s'imposer. Parce que la politique, on le sait, c'est une histoire aussi de rapport de force et il faut y aller. Et les antifascistes, on a beaucoup de choses à dire au vu de la période. Donc ouais, on a dit, allez, on y va.
On a parlé un peu terrain, là on commence à parler un petit peu communication. C'est un terrain dans lequel vous voulez vous investir peut-être même un peu plus, parce que Antifa c'est pas seulement la rue. Tiens, j'ai une question un petit peu particulière, c'est Mizou Mizou dans le chat qui me demande, perso, le OLG sur les Antifa où tu les montrais en train de ficher des types et d'aller balancer... bon, tu vois, ce travail de renseignement, en gros, qui est fait aussi par les Antifa, c'est aussi un travail qui est important. Il n'y a pas que le côté intimidation, le côté contrôle de la rue. Il est important ce travail de renseignement, mais apparemment Mizou Mizou était choqué que, par exemple, identifier des fachos et potentiellement diffuser leur identité, histoire, pourquoi pas, d'intimider leur employeur, ou que ce soit connu par leur famille, tout ça. Ça aussi, c'est du travail antifasciste. Alors, encore une fois, les personnes Alors, qui ont dans du le mal sujet, c'était pas vous qui le faisiez, hein, c'était un groupe toulousain. à... C'était pas vous, c'était d'autres gens dans le petit sujet qu'on avait fait. Mais c'est des méthodes ordinaires pour un groupe antifasciste, tout ce qui est renseignement et éventuellement publication. Alors, nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas spécialisé là-dedans, voilà, parce on a beaucoup à faire. Après, on néglige pas du tout ce travail-là. Il y a des groupes qui le font bien et très bien, et c'est important dans le sens où, encore une fois, s'il y a des gens qui doutent euh, de ce que peut être le danger de l'extrême droite, notamment à Lyon, je les invite à venir faire un petit stage. C'est ce que je disais à la caméra la dernière fois sur France Info. Mais vraiment, venez à Lyon, venez vous confronter à ces gens-là. Et en fait, de faire justement ce travail de renseignement et de, par exemple, dire, bah voilà, dans telle salle de sport, il y a un militant néo-nazi, bah, ça peut permettre de protéger des gens, tout simplement. C'est une histoire d'autoprotection. C'est-à-dire qu'il y a des gens, véritablement, c'est des plus que dangereux. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une société où il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont en train de préparer des attentats terroristes. On parlait à Lyon des attaques très spectaculaires, violentes et qui sont à dénoncer. Et on combat, mais il y a encore plus grave que ça. Et notamment dans les locaux de génération identitaire, où ils parlent de se préparer à la guerre civile. Et c'est des mots qui sont forts. Ou, comme par hasard, à Lyon, il y a des mosquées qui sont visées par des incendies Il y en a eu criminels. 2 cet été, ouais. Tout à fait. Il y en a eu deux cet été. Bah, ça, c'est un signal fort. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se préparent à ça. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux attentats qui ont été déjoués récemment sur le territoire français, pas que, aussi sur tout le territoire européen. Et ça, nous, on l'a en tête. Et on ne veut pas arriver à ce drame-là. On ne veut pas arriver à un nombre d'attentats qu'on n'arrive même plus à compter tellement il y en aura. Non, non, on veut les dénoncer avant. Et pour ça, c'est vrai, bah, il y a du renseignement à faire sur dire oula, ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont en train de vous parler de guerre civile. Ils veulent qu'on s'entretue. Bah ouais, ça, c'est important. Et si on ne s'est pas spécialisé là-dedans, on remercie toutes les organisations et les personnes qui le font. Oui, il y a tout un tas il y a des sites, hein, si vous voulez vous informer. Il y a des cartographies aussi qui existent. C'est quoi les références, la Horde? Tu en as même pour Lyon spécifiquement, il y en a d'autres. En partie, la Horde. Après, effectivement, il y a diverses organisations antifascistes, syndicales aussi, Mhm. politiques qui font ce travail-là. Ouais, il y en a très souvent et on essaye de le relayer au maximum en tout cas. Voilà. Et juste, Jules, je te coupe un petit peu parce que je viens de tilter. En fait, c'est vrai que c'est le titre un peu du Twitch et tu l'as redit souvent, les antifas. C'est vrai que nous, c'est un truc sur lesquels on essaye de se détacher. Dans le sens, je m'explique, où nous, on s'affiche en tant que militant antifasciste. On est antifasciste. Pourquoi est-ce qu'on ne se définit pas comme étant antifa, même si, bien évidemment, voilà, de fait, on peut être identifié comme étant antifa? C'est parce que, justement, il y a une subculture un peu qui a été créée euh, dans le milieu militant antifasciste. On est antifa, voilà, c'est flou pour les gens antifa. Alors, lorsqu'on Mhm. dit antifasciste, déjà, c'est un peu plus clair. On parle D'accord. plus aux gens. On parle de lutter contre l'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'on refuse totalement ce terme. On est bien d'accord. C'est pas quelque chose qui nous répulse, etc. Loin de là. C'est juste qu'on essaye de, voilà, petit à petit, amener un caractère un peu plus politique à cette question-là et se détacher de cette subculture antifa qui a pu être très intéressante à des moments, parfois auxquels on se réfère, mais on essaye de voilà, créer une autre dynamique un peu plus large que seulement les antifas qui sont trop cantonnés à eux-mêmes. On essaye de s'élargir et Mhm. voilà. Voilà pourquoi on essaie de se détacher aussi de ce terme-là. Bah moi j'essaie d'attacher des gens qui viennent sur le stream, tu vois, parce que du coup moi mon boulot c'est aussi qu'il y ait des gens qui viennent écouter, donc je mets c'est quoi les antifas, voilà, parce que je pense Bien sûr. que Il y a...
C'est le côté putaclic, hein, il faut faire venir quand même des gens. Mais alors, quand on a discuté pour préparer cette discussion, entre autres, tu me disais, justement, pour te laisser poursuivre sur cette question, tu me disais que pour toi, Antifa, c'est pas un projet politique. En gros, pour vous, Antifa, c'est pas un projet politique, c'est une boîte à outils, c'est un outil. L'antifascisme. Parce que à la Jeune Garde, peut y avoir des gens qui viennent, comme toi, plutôt du NPA, ou d'autres qui viennent du mouvement syndical, ou d'autres qui vont venir, je sais pas, des jeunesses communistes, voire même des insoumis, pourquoi pas, soyons fous. C'est ça un peu aussi la nuance que tu mettrais en disant on se revendique pas antifa, genre c'est notre étiquette politique. Non, on est un groupe antifasciste dans lequel vient qui veut, y compris avec sa propre identité politique. C'est ça que tu veux dire? Ouais, d'ailleurs, je tiens à rappeler que la majorité des membres du groupe ne font pas partie ni d'organisations syndicales ni politiques, même si voilà, il y a une grande famille quand même qui est de défendre notre camp social, tout simplement. C'est pour ça qu'on se revendique d'ailleurs d'un antifascisme de classe. Et effectivement, alors, encore une fois, sur ce terme d'antifa, ouais, si jamais il y a quelqu'un dans la rue qui nous dit alors les antifas, on va pas mal le prendre. Hmm. Voilà, on fait partie d'une grande famille. On va pas non plus penser que quelqu'un qui se revendique pardon, antifa n'a pas de légitimité dans cette lutte. Loin de là. Cette personne a toute sa légitimité. Voilà. Par contre, effectivement, on a tenté, et c'est pour l'instant plutôt ce qu'on arrive à faire, de créer une autre dynamique autour de l'antifascisme et de montrer que les portes sont un peu plus ouvertes que seulement le milieu antifa. Qui, c'est vrai, des fois, par aussi précaution de sécurité, c'est fermer les portes, comme on a pu le voir avec l'idée des porte-paroles là, de plus s'ouvrir, etc. On rentre dans la même logique, voilà, de plus s'ouvrir, de discuter, d'échanger et de, si possible, faire un peu notre place aussi, parce qu'il y en a besoin au vu de la réalité aujourd'hui. Oui, donc pour continuer aussi à faire tomber aussi un certain nombre de clichés, même s'il y a une partie de votre action du coup qui est tournée vers la rue aussi, dans le chat, c'est revenu un petit peu souvent la question de et les femmes. Il y a des femmes chez vous. Quelle est la place pour des femmes? Alors c'est une question qui sous-entend que les femmes ne se battent pas, par exemple, donc qui est déjà elle-même questionnable la question. Mais enfin, est-ce que on va dire que est-ce qu'à la Jeune Garde il y a une culture viriliste? Est-ce que tu le dirais comme ça ou est-ce que c'est un faux problème? Je ne sais pas. Alors, ce sera un non-sujet. Et bon, malheureusement, je suis un homme, donc je suis pas le plus à même pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, je t'invite, Usul, à inviter une prochaine fois, peut-être spécifiquement sur ce sujet-là, Maya de Paris, qui est porte-parole de Paris, donc qui est une femme. Et si les femmes prennent de plus en plus de place sur la question antifasciste, alors c'est vrai que c'était un milieu principalement d'hommes. C'est une autocritique que le milieu antifasciste s'est fait à lui-même, pas seulement à la Jeune Garde, mais de façon Hmm. générale. Et de plus en plus, on le voit, pas seulement à la Jeune Garde, mais dans toutes les organisations antifascistes, il y a cette prise de conscience. Et il y a les femmes aussi, tout simplement, sans prise de conscience de la part des hommes, il y a ces femmes qui s'imposent en disant, ouais, nous aussi, on a quelque chose à apporter, nous aussi, on peut participer à l'autodéfense, on peut participer à tout dans un groupe antifasciste. Donc voilà, je tiens à rappeler que la Jeune Garde, pour le coup, pour revenir spécifiquement sur la Jeune Garde, les femmes de la Jeune Garde ont organisé un cortège antifasciste à Lyon sur la date du 7 mars en référence à la date du 8 mars. Voilà. Et c'est les femmes du groupe qui ont géré entièrement cette manifestation, que ce soit sur la question de la sécurité, que ce soit sur la question de l'animation, que ce soit sur la question voilà, des mots d'ordre, etc. Donc, ouais, les femmes prennent de plus en plus d'antifascisme et je pense que ça fait du bien, voilà, notamment aux femmes qui auraient envie de s'inscrire dans cette lutte. Et on a bien besoin aussi, vu les attaques de l'extrême droite, sur la question des femmes. Évidemment, ouais. Et on parlait de communication, tu parlais de la visibilité que tu voudrais voir accordée aussi au mouvement antifasciste. Du coup, maintenant, je veux dire antifasciste dans son ensemble. Vu que toi, t'acceptes les interviews, t'acceptes d'être là, mais aussi sur des médias. On t'a vu sur des médias plus mainstream. Je crois qu'on t'a vu dans un sujet aussi de Mediapart qui parlait qui a été tourné à Lyon sur la Croix-Rousse il y a quelques mois de ça. Est-ce que, c'est une question qui vient du chat, est-ce que tu penses que pour que les identitaires arrivent à être si visibles jusque chez Hanouna, jusque un peu partout, et que les antifascistes soient eux si invisibilisés, c'est le signe qu'on a vraiment perdu cette bataille médiatique.
Et c'est aussi ça qui a fait que vous avez eu un sursaut en vous disant non, non, on peut pas déserter tout à fait les plateaux, l'espace public, et laisser du coup les gens raconter n'importe quoi. Alors, Antifa, il y avait Trump aussi qui avait tweeté des trucs, c'était n'importe quoi sur Antifa. Alors les Antifa, c'est George Soros, alors les Antifa, je veux dire, on entend tout et n'importe quoi de tout et n'importe qui, mais mine de rien, ça a bien marché pour diaboliser, puisque finalement aujourd'hui l'extrême droite est dédiabolisée, mais l'antifascisme est diabolisé. Ouais, alors effectivement, bon après dire qu'on a totalement perdu, c'est un peu triste et si on est là, c'est qu'on n'a pas encore perdu. Donc Mmh. on va tout faire pour renverser la tendance et c'est effectivement le but aussi de ces apparitions médiatiques, effectivement pour contrebalancer le discours. Après, est-ce que l'extrême droite a véritablement gagné? Alors oui, effectivement, ils ont mis en place des stratégies qui sont à reconnaître, hein, qui ont été efficaces, voilà, notamment d'apparitions médiatiques. On parlait de génération identitaire, ça a été véritablement efficace. C'est pourquoi d'ailleurs on a mené une campagne très forte contre génération identitaire parce qu'on relevait, enfin, on avait noté le danger que c'était que cette organisation. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'extrême droite, elle n'en serait pas là s'il n'y avait pas une prise de position de la bourgeoisie très concrète sur l'histoire de faire venir ces militants d'extrême droite. On a parlé de génération identitaire. Il y a Alice Cordier, militante anémésiste d'extrême droite, qui était justement en lien, assez rigolo, parce qu'elle se prétend militante féministe, elle était en lien avec les militants d'extrême droite qui ont attaqué la manifestation féministe à Lyon, puisque c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui se parlent, c'est des gens de génération identitaire et compagnie. Et bien cette personne est apparue au moins 3 fois, voire plus, sur les chaînes de Bolloré. Donc Mmh. ouais, il y a une réelle prise de position de la part de la bourgeoisie qui sent que pour préserver ses intérêts économiques, bah finalement l'extrême droite ça peut être une solution. Il y a eu la tentative libérale avec Macron et compagnie. Et finalement, l'extrême droite, c'est vrai qu'un système encore plus dur, encore plus répressif, encore plus raciste, encore plus sexiste, bah, ça peut être intéressant pour la bourgeoisie. Et de plus en plus, ils les mettent en avant. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine autonomie de l'extrême droite à noter, mais ils ne sont pas si autonomes que ça, loin de là. Et comme à chaque fois dans l'histoire, ils dépendent de la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, ouais, elle est en train de faire un choix. Par contre, nous, on peut se dire, ouais, face à la bourgeoisie, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est opposer un rapport de force comme on a été aussi capable de le faire dans l'histoire, c'est-à-dire faire grossir nos mouvements sociaux, parce que dans les moments où on parle de questions sociales, on n'entend plus l'extrême droite, on n'entend plus Marine Le Pen. Lorsqu'il y a un mouvement fort, par exemple, sur la réforme des retraites, tous ces gens-là, vas-y, vos trucs racistes là, on s'en fout. Nous, on parle de notre quotidien et voilà, de ce qu'on vit, de ce dont on souffre réellement, pas de l'immigration, non, non, de ce que le patronat est en train de nous faire subir. Et bah ça, ouais, c'est des questions auxquelles on doit ramener, qu'on doit remettre sur le terrain. Et ça passera notamment aussi par une stratégie médiatique d'à nouveau montrer nos visages et de s'imposer. Parce qu'on n'a pas le choix. Face à la bourgeoisie, face à l'extrême droite, on va devoir s'imposer et on va le faire. Est-ce qu'on peut reparler de génération identitaire, parce que ça a été tout un moment, ça, toute cette histoire. Génération identitaire, le moment où ils arrivent, ils s'installent, et puis ils se font dissoudre. Alors est-ce que tu peux nous parler déjà de ces années-là, et de comment vous avez fait sur le terrain aussi pour les empêcher d'être trop visibles? Parce que, bon, à Lyon, par exemple, le côté on s'affiche, on a nos doudounes bleues floquées, ils venaient jusqu'à venir tracter directement dans le métro, comme si c'était des gens comme les autres. Voilà, j'ai vu des photos ils se déplaçaient tranquillement. Alors à Vieux-Lyon, bon, on se doute bien que ça va, c'est le quartier de l'extrême droite à Lyon, le Vieux-Lyon. On se doute bien que bon là, ils auront pas trop de problème, mais ils montaient jusqu'à Bellecour, ils allaient, voilà, dans le métro tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les repousse? Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré la prise de confiance? Parce qu'il y a vraiment eu une grosse prise de confiance de la part de Génération Identitaire ces dernières années, avant la dissolution. Comment vous avez géré ça concrètement sur le terrain? Parce qu'il y a des mythes voilà, évidemment dans le chat, j'imagine qu'ils se disent, ah bah violence, bagarre de rue, etc. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Interpeller, parfois, pointer du doigt, agiter peut suffire. Quel est le panel de choses possibles, le panel d'actions possibles pour repousser l'extrême droite concrètement dans la rue et empêcher qu'elle prenne ses aises? Ouais, alors bon, déjà à rappeler que quand tu dis ils tractaient dans le métro, c'est pas vrai, ils tractaient pas dans le métro, ils le disaient eux-mêmes, ils organisaient des milices dans le métro Mmh. en disant voilà, face à la racaille, on sait très bien ce que ça sous-entend, les personnes visées, notamment des quartiers populaires, les personnes non blanches, etc. Donc c'était le but de faire détourner des milices racistes dans le métro. Le tract n'était qu'un prétexte, puisqu'il y avait juste à voir sur les photos la façon dont ils se positionnaient, la façon dont ils maraudaient dans le métro.
et les personnes visées. Voilà. Donc ça, c'est bon à rappeler. Déjà, c'était des milices. Et puis en fait, la particularité quand même sur Génération Identitaire, c'est que autant le bastion social, on s'est construit en parallèle, en opposition directement. Génération Identitaire, au moment où c'est créé, ils étaient déjà très implantés. Ils avaient déjà effectivement toute la résonance médiatique que ça pouvait avoir, la résonance dans le milieu d'extrême droite, violent, radical à Lyon. C'est vrai qu'ils avaient une place centrale dans cette violence à Lyon, en tout cas dans les groupuscules d'extrême droite. Et pour nous, bah ouais, effectivement, ça a été ce qu'on a fait aussi avec le bassin social, c'est-à-dire d'une part opposer physiquement une réponse lorsqu'ils attaquent nos cortèges, lorsqu'ils attaquent nos quartiers, c'est-à-dire les repousser physiquement. Donc ça, tout simplement, bah ça fait réfléchir différemment les militants d'extrême droite lorsque occasionnellement bah, eux aussi peuvent avoir un retour de bâton, bah, bizarrement, ils vont avoir une autre attitude. Ils vont petit à petit changer de stratégie, pas forcément aller tout le temps sur les mêmes quartiers, aux mêmes horaires, programmer à l'avance, s'afficher publiquement, etc. C'est tout un tas de trucs qui fait que bah, on change leur habitude, mais aussi tout simplement les dénoncer. Il y a des gens qui se sentent pas d'assumer un affrontement face à l'extrême droite, ce qui est largement compréhensible vu leur méthode et vu leur violence qu'elle ils s'entraînent, etc. Bah, filmer leurs actions, les dénoncer. On parlait tout à l'heure de l'information et de l'enjeu qu'il y avait à l'information, ça sert aussi à ça. Quand sur un quartier, vous dites génération identitaire, réellement, c'est ça. C'est ça qui sont. C'est ces attaques-là. Vous voyez, les gens qui ont attaqué votre bar, là, et ben, c'est ces gens-là. Et ben, forcément, lorsqu'ils viennent tracter les semaines d'après dans ce quartier-là, et ben, les gens les regardent en mode ah, c'est vous, génération identitaire. Bah, cassez-vous de notre quartier. Nous, on veut pas des racistes. Donc voilà le travail d'information là où il est important. Et aussi autre chose, hein, tout simplement, s'il y a des gens qui se sentent, hein, alors c'est se mettre en danger, je le reconnais, parce qu'on peut faire face à la violence extrême, mais c'est les dénoncer. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Voilà, je peux pas m'empêcher. Dans ma salle de sport, une fois, il y avait un militant néo-nazi avec voilà, des tatouages nazis qui étaient costauds, machin. Bah, je suis allé devant lui, je lui ai dit alors, comme ça, on est nazi. Petit à petit, il y a des gens dans la salle de sport qui regardent, et je suis regardé, c'est un nazi. Bah, le mec, je vous assure qu'il s'est senti mal à l'aise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sac de sport, il s'est rhabillé, il s'est barré. Parce qu'il a senti que ouais, les nazis, on n'aimait pas trop ça encore en France. Et il y a plein de gens qui en ont ras-le-bol de leurs idées de merde et de leurs actions de merde. Il y a eu, tu parlais de dénoncer, il y a un très bon exemple, dénoncer, filmer, il y a un très bon exemple, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines devant Lunettes pour tous à Guillotière. Tu peux raconter un petit peu, parce que très concrètement, là, il n'y a pas eu de violence, mais en effet, le mec s'est barré, quoi. Ouais, alors, bah, voilà, nous, on n'y était pas, hein, la Jeune Mhm. Garnion. On n'y était pas, mais effectivement, il y Non, a non, des c'est pas, militants. oui, c'est pas un fait de c'est pas un haut fait Oui, de voilà, la jeune garde, mais c'est un exemple concret de aussi ce qui peut être fait. tout à fait. Bah, effectivement, il y a des militants antifascistes voilà, qui ont repéré un militant d'extrême droite dans le quartier de la Guillotière, donc un quartier où ils ne sont pas vraiment les bienvenus habituellement, quartier voilà, populaire, métissé, mélangé, etc. etc. Effectivement, ils ont rapporté ce militant qui, par ailleurs, un des cadres de Génération Identitaire, qui s'appelle Étienne, qui était dans ce magasin. Très rapidement, ils ont vu, ils ont dit oula, c'est un nazi, machin. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait ce militant de Génération Identitaire alors qu'il ne recevait pas de coups en soi? Il a sorti un couteau. Il leur a montré en mode chez nous, à Génération Identitaire, voilà comment ça se passe. Et ce qu'il a voulu rappeler, c'est ce que sont ces militants de Génération Identitaire, c'est des ultra-violents. Et ça, nous, on l'a bien en tête. Lorsqu'en 2014, un militant de Génération Identitaire, Olivier Marlaflèche, se couche sur des mineurs au sol, déjà tabassés par une vingtaine de fascistes, et leur assène des coups de couteau dans le dos, bah ouais, ça, on n'oublie pas. Et c'est ce qu'il a voulu rappeler, ce certain Étienne. Mais nous, on tient à lui rappeler, comme ces militants antifascistes qui étaient présents à la Guillotière, qu'on lâchera pas le combat et qui nous impressionnent pas. Ils ont beau nous sortir des couteaux, ils ont beau vouloir attaquer ce qu'on est, et ben on reculera pas et on continuera de les dénoncer jusqu'au bout. Est-ce que la dissolution de Génération Identitaire a changé quelque chose dans Lyon? Alors c'est très centré sur Lyon, je suis désolé, on est à Lyon tous les deux, mais au moins on a un cas concret, on a une ville concrète de laquelle on peut parler, un terrain qu'on connaît un peu tous les deux, quoi. Qu'est-ce que ça a changé, la dissolution de Génération Identitaire voilà, qui est venue du haut, les militants n'ont pas disparu. Ouais, alors c'est une très bonne question parce que ça a fait débat dans la gauche, cette question de la dissolution de génération identitaire, notamment au sein des antifascistes. C'est vrai qu'il y a toujours un débat. Est-ce qu'on attend que l'État agisse sur la question de l'extrême droite? Nous, on tournerait les choses différemment. C'est comment est-ce qu'on impose un rapport de force à l'État, aux institutions qui font qu'ils n'ont plus le choix que de dissoudre ces groupuscules-là. Vous imaginez bien que Gérard Darmanin, idéologiquement, Génération Identitaire, ça ne le dérangeait pas tant que ça.
Loin de là. Hmm. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que depuis des années, pas seulement le travail de la jeune garde, hein, attention, je ne tiens pas à dire que c'est la jeune garde qui a fait que ce travail-là. Nous, on a mené une campagne, on pense que ça a eu son impact, mais c'est aussi depuis des années des journalistes, des militants de terrain qui mènent cette lutte contre l'extrême droite, qui visent à les dénoncer. Bah ouais, ça a participé à créer un rapport de force. C'est-à-dire que dans la tête des gens, Génération Identitaire, c'est un ennemi. Gérard Darmanin, lui, son but, c'est d'obtenir une légitimité politique. Alors, Donc, c'est pas Gérard Darmanin, hein, c'est l'abject Darmanin, normalement. l'abject Darmanin, on peut l'appeler comme ça, Oui, oui, effectivement, oui. n'a plus que d'autre choix que de dissoudre ce groupuscule. Voilà. Donc, ce débat-là de savoir si on attend que l'État. Non, non, nous, on n'attend pas que l'État. C'est on mène un rapport de force dans la rue avec des mobilisations de masse, avec faire monter la pression pour que ces institutions n'ont plus le choix que de leur imposer une fermeture de local, une dissolution ou quoi. Du coup, c'est vrai que sur Génération Identitaire, nous, on a déjà quelques idées de la retombée que ça a pu avoir. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faudrait quand même un plus long terme. Ça fait seulement quelques mois. On ne peut pas vous lancer des paillettes dans les yeux sur réellement ce que ça a eu comme impact. On va revenir sur la dissolution du bassin Mhm. social, qui est une première lutte en 2018. Et je ne vous raconte pas les bénéfices qu'on en a tirés. Comme je vous disais, les attaques dans la rue, c'était 1 à 2 fois par semaine. Là, actuellement, des trompettes, Audation et Lyon Populaire, qui sont les deux organisations qui, qui se sont créées après le bastion social, sont complètement à la dérive. C'est-à-dire que c'est des organisations qui n'arrivent pas, d'une part, sur le terrain politique, à retrouver l'aura qu'avait le bastion social sur le plan médiatique, politique, etc., etc., et d'autre part, dans la rue, bah, je dis pas qu'ils sont plus du tout dangereux, c'est pas vrai. On a des militants très dangereux, notamment de Lyon Populaire, des véritables néo-nazis qui d'ailleurs gèrent la page West Casual, qui relaie des trucs terroristes. Ça devrait nous faire tilter, ça nous fait un peu peur. C'est pour ça qu'on maintient une vigilance. N'empêche que concrètement, dans la rue, ces gens-là, bah, ils sortent beaucoup plus difficilement. Ou encore une fois, derrière Génération Identitaire et derrière 50 militants d'extrême droite, là, ils ressortent. Mais sinon, non, ils ressortent plus vraiment. Donc, ouais, il y a eu un impact très concret autour du bastion social et qui a été une véritable réussite, notamment la fermeture de leur local. Et pour Génération Identitaire, bah, on observe que pareil, c'est un peu le bordel chez eux. Forcément, quand tu es dans une dynamique de voilà, où tu sens que ça marche, tu sens que ça fonctionne, tu sens que tu as de l'aura, tu as des militants qui sont concernés, qui ont envie de s'impliquer, et que là, tu viens casser un outil organisationnel, bah ouais, naturellement, tu as des gens qui vont abandonner, ou Mhm. d'autres qui vont aller chercher des places au RN, ou d'autres qui vont monter leur truc à cela, là, comme Thaïs Descuffou, qui est d'ailleurs à surveiller, parce que je pense que ça va servir de fond pour remonter une structure. Le but, c'est voilà, Attends, qu'est-ce qu'elle est en train de monter là? J'ai pas vu ça. alors, elle est en train de monter une organisation qui s'appelle l'ASLA, donc il y a une association pour d'aide aux lanceurs d'alerte, elle l'a appelée comme ça, voilà. Euh, et en fait, on sait très bien le fond, c'est de piquer de l'argent à des gens, voilà, de leur piquer de l'argent pour réinvestir très certainement dans des groupuscules, dans des locaux qui vont se créer suite à la génération identitaire. En tout cas, ce qui est sûr, alors, puis en fait, on va pas se mentir, sur la question de l'extrême droite, nous, on a conscience à la jeune garde qu'on ne pourra sortir de cette thématique que si on change de société. Que là, actuellement, sous cette société basée sur l'exploitation, notamment économique, sociale, etc., qu'est le capitalisme, malheureusement, l'extrême droite pointera à chaque fois le bout de son nez. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? C'est les repousser dans les cordes, encore et encore. Et c'est ce qu'on fait là avec Génération Identitaire. Ouais, effectivement, bah ouais, il y a un risque qu'ils se remettent ensemble, que ces militants ne disparaissent pas, même si on a une partie qui vont disparaître, c'est évident, qu'ils se restructurent, même peut-être qu'ils seront encore mieux que ce qu'ils étaient. Ça, nous, on n'est pas devin, on espère que non, on va maintenir une vigilance pour ça. Mais c'est tout simplement à chaque fois, voilà, l'extrême droite de les repousser dans les cordes en attendant d'espérer un meilleur modèle de société et de sortir de ce truc-là. Ouais, parce que c'est vrai que moi je voyais des groupes se monter à 50 alors qu'avant, bon, je voyais plutôt des groupes à 30, à 20, machin. Parce qu'on sait, ils prennent des photos, hein, ils prennent des photos, alors ils se floutent, mais ils prennent des photos, les bras croisés pour dire machin. Bon, c'est déjà foutu de leur gueule, mais bon, bref. Et là, je me disais 50, ça commence à devenir énorme. Mais pour toi, c'est le signe que justement, maintenant, quand ils veulent faire des trucs, il faut qu'ils soient 50. Ouais, alors, par contre, on va pas se mentir, au moment de la dissolution de Génération Identitaire, on savait qu'il y aurait des retombées. Hmm. Oui, Voilà, parce que ça, c'est dans la foulée de la dissolution. D'ailleurs, c'est l'attaque de la Plume Noire. Ils ont laissé des traces en mettant on ne dissout pas une génération, et l'attaque de la Plume Noire était un peu signée. tout à fait. Bah, de toute façon, même nous, en vrai, c'est difficile à prouver, mais on en a vu des militants de Génération Identitaire, genre on sait qui c'est. Euh, et effectivement, bah, c'est vrai que autour de Génération Identitaire, on savait qu'au moment de la dissolution, il y aura une espèce de sursaut d'orgueil, Hmm. et aussi tout simplement, bah, ils montrent leur vrai visage, c'est-à-dire que lorsque Oui, oui.
on dit génération identitaire, vous êtes méchants, bah, tout d'un coup, ils sortent un peu leur costume joli gilet, machin, machin. Allez, on va casser les gens qui sont contre nous. Voilà leur véritable visage. Et même, en fait, on parlait de là 50 personnes, mais même plus. L'attaque sur la marche des fiertés Ouais. lesbiennes, et presque une centaine, Ah ouais? mais véritablement. Et oui, dans les rues. Il y a un groupe de 50 qui s'est détaché pour attaquer le rassemblement, mais il y en avait encore une quarantaine autres qui sont restés aux alentours du Vieux-Lyon et qui après ont fait des allers-retours sur la presqu'île, etc., armés. Alors ça aussi, on se demande qu'est-ce que fait la préfecture. Hein. Lorsqu'on voit qu'en manifestation, des fois, on vient avec un papier de journal plié, ça peut être considéré comme étant une arme. Et de l'autre côté, des militants fascistes qui se baladent avec des barres en fer, qui se baladent avec des poings américains, qui se baladent avec des gazeuses dans le centre-ville à 80, voire 90. Ouais, des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe du côté de la préfecture aussi de ce point de vue-là, quoi. Bah oui, alors il me semble que pour revenir sur l'attaque de la Plume Noire, les flics ont dit, bah on les a vus sur les caméras de surveillance, mais ils étaient trop nombreux, on n'est pas intervenus. Ils interviennent jamais, ils se font jamais choper. On peut en toute impunité en fait dans Lyon aujourd'hui sortir à 20-30, massacrer la vitrine de, je sais pas, d'un local du PCF par exemple dans les Pentes ou d'une librairie anarchisante et y a pas d'enquête, y a rien, y a jamais de suite judiciaire en fait. Faut que quelqu'un soit planté pour qu'il y ait une suite judiciaire. Bah, malheureusement, ouais, c'est un peu ce qui s'est passé dans le Velon. Et encore, il fallait voir les suites judiciaires au vu de la violence qui était l'acte, bah, justement, des coups de couteau à proximité des locaux de Génération Identitaire par un de leurs membres. Euh, Quand même, en fait, ce qui est fou dans cette histoire, il y a l'attaque. Ok, très bien. Mais ce qui est le plus fou, c'est que c'est des militants qui partent de leurs locaux, ou en tout cas à proximité, à 20-30 mètres. Voilà, pas jouer sur les mots. Effectivement, tous n'étaient pas dans les locaux. N'empêche que le point de rendez-vous, c'est le local. Ils partent de ces locaux-là, ils mènent leur attaque et ils reviennent dans leurs locaux. Et parfois, ils restent plusieurs heures. C'est-à-dire que l'attaque sur la marche des fiertés lesbiennes, l'attaque s'est faite, il me semble, vers 15 heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est jusqu'à 19h, 20h, ils étaient retournés dans leurs locaux, tranquillement, à aussi nombreux, aussi armés, à proximité. Donc, qu'on n'aille pas me dire la police ne savent pas où les trouver, qu'on n'aille Hmm. pas me dire on les avait pas vus, parce qu'ils ont même attaqué un rassemblement à proximité, il y avait la police, donc ils vont Ouais. dire on ne pouvait pas les louper. Puis Je grâce à tiens aussi à Gérard Collomb, grâce à Gérard Collomb, il y a des caméras partout. Si on veut identifier quelqu'un qui va d'un point A à un point B, on peut le suivre. alors voilà, les camarades, ils savent les utiliser un peu comme, quand ils veulent, quoi. Ça, on l'a bien compris aussi. Il y a aussi une date très importante, c'est 2019, la victoire de l'Algérie pour la CAN. Il y a des centaines, voire des milliers de supporters algériens qui vont Donc la dans les CAN, rues c'est la Coupe d'Afrique des Nations, hein, je précise, parce que tout le monde n'est pas fouteux dans le chat. Donc c'était juillet 2019. Donc les supporters algériens vont dans la rue célébrer leur victoire, voilà, avec des drapeaux en famille. D'ailleurs, il y a une famille qui s'est fait attaquer avec un enfant en bas âge. Hmm. Il me semble que c'était un bébé de 1 an, quelque chose comme ça, qui se sont fait attaquer, tout simplement parce qu'ils avaient des drapeaux de l'Algérie sur leur voiture. Oui, c'était ça, Et c'était dans une voiture, oui. voilà, c'est une trentaine de militants d'extrême droite armés, on le voit sur les vidéos. Pour le coup, il y a une vidéo qui est sortie, une vidéo amateur, non pas des vidéos de caméra de surveillance. On n'a pas vraiment de suite judiciaire. Et encore une fois, nous on le sait, ils sont partis de leurs locaux, ils ont attaqué à plusieurs reprises des supporters algériens, des familles, etc., etc., et sont repartis dans ces locaux. C'est hallucinant. Vraiment, pas les mots sur le laisser-faire autour de ces groupuscules à Lyon, c'est très grave et ça dure depuis des années et ça a participé largement aussi à leur implantation, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'on peut mettre ça en relation avec, bah, tu as vu comme moi, j'imagine, le Generation 8, le documentaire d'AG Plus d'Al Jazeera, non, c'était carrément Al Jazeera, d'Al Jazeera qui parlait de la citadelle à Lille, qui était à l'époque dirigée, mais je crois qu'elle l'est toujours, par Aurélien Véracel, et dans lequel bah, ils étaient très fiers de dire, ah oui, 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 ici il y a des commissaires qui viennent, donc le bar identitaire lillois, oui, oui, il y a des commissaires qui viennent ici, donc bon, c'est cette inaction aussi de la police, une action coupable, une passivité suspecte en tout cas, qui fait que il faut du coup, on peut justifier une autodéfense populaire. C'est un petit peu ça l'idée de l'antifascisme de terrain.
Ouais, tout à fait. Bah, après, déjà, les liens entre l'extrême droite et la police, ils sont avérés, comme avec certains groupes militaires aussi, avec des enquêtes de Mediapart là, qui sont apparues il n'y a pas longtemps. On sait, il y a des liens, il y a des gens qui sont dans les deux groupes, il y a des gens qui peuvent être à la BAC et militants d'extrême droite, mais même au-delà de ça, les idées, voilà, on sait qui drainent dans la police, bah, c'est très souvent des idées racistes, euh, des idées d'extrême droite de façon générale. Et puis, de toute façon, la police est là pour quoi? Est là pour protéger un ordre social. Donc ouais, nous, de fait, parce qu'on défend notre corps social, parce qu'on s'oppose aux puissants de ce monde, bah, on est vu comme des ennemis. Donc effectivement, si la police doit taper sur quelqu'un, ça va être sur celles et ceux qui luttent contre ce système. Et à l'inverse, si elle doit protéger quelqu'un, ça va être sur les personnes, enfin, ça doit être en préservant les personnes qui justement maintiennent ce système d'inégalité sociale, voire même les accentuent, comme l'extrême droite. Et puis après, tout simplement, voilà, on va pas se mentir, hein, le racisme dans la police, il est extrêmement présent. Si par exemple, nous, on est une vingtaine de membres de la Jeune Garde à circuler dans le centre-ville, bon, moi je suis blanc, mais il n'y a pas que des blancs dans notre groupe, tout de suite, on va être visé par la police. On va être beaucoup plus facilement arrêté, même si on n'est pas identifié comme étant militant antifasciste, de fait, parce qu'on est en tant qu'être humain, et bah ouais, on va être arrêté par la police beaucoup plus facilement qu'une vingtaine de blancs bourgeois en plus, parce que bah, c'est des bourgeois et ça se ressent et Hmm. ça, ils en renvoient cette image. Bah ouais, de fait, la police va plus les laisser tranquilles. Hmm. Petit polo, petite coupe, bien Tout à fait. dégagé derrière les oreilles. Très bien. Est-ce Non qu'il à reste... particules. Ouais, vas-y. Et non à particules. Et Quand non à ils regardent les particules. voilà. Eh oui, ça c'est important. En tout cas, les chefs, hein, parce qu'ils peuvent avoir des sous-fifres qui, eux, viennent un peu de milieux populaires et sont un peu plus des brutes, mais ceux qui parlent bien et qui font les chefs, eux, ils viennent en général de la haute. Mais bon, c'est ça aussi, hein, l'extrême droite, c'est respecter l'ordre social, donc il est logique que ceux qui sont de bonne extraction... Oui. Juste attention à la question de justement qui sont les brutes dans l'extrême droite. Souvent, il y a un peu ce cliché, voilà, ce serait un peu les skinheads néo-nazis qui viennent plus de milieux Non, non, prolo, il etc. y a des brutes Euh, bourgeoises aussi, hein, ça c'est sûr. Marie de Cacré-Valmeunier, qui est le leader Mhm. du groupe hooligan néo-nazi, qui est certainement l'un des plus violents de son groupe, bah, c'est un bourgeois, c'est un noble. Et à Mhm. Lyon, on a l'état des Olivier Marin-Laflèche. Olivier Marin-Laflèche, voilà, grande famille lyonnaise, bah, c'est un des plus violents de génération identitaire. Les bourgeois sont des brutes, et c'est bien aussi de le rappeler. Voilà. Ouais, ouais, Et bien. même parfois plus que ces skinheads qui sont plus dans une apparence radicale que réellement des brutes, comme le sont ces bourgeois qui nous imposent leur violence. Non, très bon point, t'as raison de me reprendre. Et par contre, en gros, il y a en effet une soumission à l'ordre qui fait qu'il est logique qu'il se pose pas de questions si les ordres viennent de gens à particules. Ça, il trouve ça tout à fait normal et légitime. Quelle autre question vous aviez dans le chat avant qu'on boucle? Parce que bon, il commence à être 21h. Est-ce que vous croisez encore des skinheads? Oh bah c'est vieux ça, les skinheads. Des skins, il reste des skins ou c'est une espèce... En voie de disparition. Ouais. À Lyon, en soi, si vous cherchez des militants d'extrême droite, il va pas falloir chercher de ce côté-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait très rare. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais c'est quelque chose qui se fait très rare. C'est généralement d'ailleurs des groupes de skinheads d'extrême droite qui ne militent plus vraiment. Ça veut pas dire que c'est pas un danger. C'est plus des gens qui sont dans un folklore musical d'extrême droite. Alors quand il faut être violent, ils le sont, hein, mais c'est vrai qu'ils sont un peu moins militants, etc. L'extrême droite a joué un coup là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont détachés aussi de cette image radicale, violente qu'avait le mouvement skinhead. Pour autant, il en reste, notamment dans des zones plus rurales. Voilà, c'est vrai qu'il reste des bandes de skinheads qui font du dégât. N'empêche que voilà, à Paris, à Lyon, à Strasbourg, c'est vrai que la base militante, en tout cas de l'extrême droite, s'est détachée de toute cette imagerie du skinhead et a plus une allure de passe-partout actuellement. Encore faut-il savoir les reconnaître. Et bon, ça aussi vous pouvez l'apprendre hein, si vous rejoignez, voilà, si vous suivez déjà les sites, parce qu'il y a des symboles, hein, il y a aussi des symboles. Vous regardez les tatouages, parce qu'il y a souvent des tatouages, ou des t-shirts, ou des trucs, voilà, ou même des petits badges, ou des petits trucs sur les blousons. Euh, ouais. Ouais, non, si je peux rajouter, s'il y a des gens qui s'intéressent à cette question, en fait, naturellement aussi, c'est tout con, hein, mais c'est des gens violents, c'est des gens haineux. Des fois, on le dit, ça peut paraître bébé un peu de sortir cet argument, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, il m'est arrivé des tonnes de fois de reconnaître des militants d'extrême droite parce que je dis, oula, lui, il a un regard, il a l'air complètement zinzin. On a l'impression qu'il a envie d'égorger tout le monde. Bah ouais, en fait, c'est Ah, vrai toi de tu vrai. dis qu'on peut Lorsque reconnaître le facho dans la haine de son ah ouais, regard. vraiment, je vous jure qu'il y a une espèce de sixième sens qui se crée lorsque vous croisez un groupe de 15-20 personnes avec un regard, mais vraiment, on a l'impression des fois ils sont matrixés, ils sont dans un autre monde, ces gens-là, ils vivent pas avec nous, ils vivent sur leur planète. Je vous jure que c'est vrai.
faites-en l'expérience peut-être, allez vous balader dans le vieux lion, etc., si possible discrètement. Vraiment, il y a un truc qui se passe dans le regard. C'est des gens qui cherchent du regard, qui sont hargneux, et en même temps qui se cachent un peu, parce que c'est des gens qui sont détestés de la société, faut pas l'oublier. C'est des gens, alors ils ont beau faire des vidéos, etc., dans la rue concrètement, même dans le vieux lion, ils sont pas aimés. Donc à moitié ils se cachent, à moitié ils sont hargneux, à moitié ils sont méchants. Vraiment, je vous jure. Oui, C'est comment venez. ça se passe dans le Vieux-Lyon avec les commerçants? Parce voilà, il y a des commerçants tout autour. Je sais qu'il y a eu un incident avec un horloger. C'était ça, hein. Tu peux raconter un petit peu aussi Ouais, ce que c'est que d'avoir une présence de ce groupe-là dans un quartier et comment ça peut transformer le quartier, quoi, même pour les gens qui y travaillent et qui y vivent. tout à fait. Sur le vieux lion, c'est très intéressant, justement, parce que souvent c'est cité comme le quartier de l'extrême droite. En réalité, c'est faux dans le sens où les gens ne votent pas à l'extrême droite. Les gens n'aiment pas l'extrême droite et d'ailleurs détestent ces gens-là. Nous, il nous arrivait plusieurs fois de rencontrer des commerçants et commerçantes. Ils nous disaient, bon, bah, malheureusement, légalement, on peut pas les virer. Par la force non plus, parce que c'est des gens tellement violents qu'ils nous menacent, qu'on a peur de les dégager, etc. Bah, ils trouvent des petites combines. Par exemple, ils mettent de la musique reggae lorsqu'ils voient des militants d'extrême droite dans leur bar. Vraiment, hein, c'est des choses véridiques qu'on nous a rapportées. Ils essayent voilà, de mettre des petits symboles qui font que normalement ils aiment pas trop. Et dans le vieux lion, il y a un véritable truc qui règne, c'est-à-dire c'est la peur. C'est des gens qui se sont imposés par la peur et seulement par la peur. J'invite les gens à aller questionner des gens dans le vieux lion. Nous, quand on y va, tracter, etc. Et les gens, ils nous kiffent. Hein. Ils disent merci, merci pour ce que vous faites, merci, on avait besoin de vous. Inversement, allez dans les quartiers Villeurbanne, Croix-Rousse, etc., etc. Pareil, il y a des idées d'extrême droite. Vous regardez, oui, je suis un malade, toi. Et bah voilà, en fait, ces gens-là, ils s'imposent par la force. Et dans le vieux lion, c'est plus que concret, quoi. C'est-à-dire que les gens, bah, ils ont peur. Lorsqu'ils débarquent dans un bar, ouais, tout de suite, les serveurs, les gérants du bar, etc., c'est oh putain de merde, ils sont là, on va encore passer une mauvaise soirée, encore une bagarre, encore des insultes racistes, etc., quoi. Le reggae passif-agressif. Oui, non, c'est drôle Ah, le truc du reggae. c'est excellent ouais, quand il nous a sorti ça. Bon, je dirais pas le bar, évidemment, pour pas le mettre en danger. Bon, l'antifascisme, on a beaucoup parlé de la rue parce que bon, je pense que c'est un truc qui intéressait beaucoup les gens, sur lequel aussi il y a des mythes et puis bah, c'est intéressant tout simplement parce que c'est relativement peu couvert par la presse ou alors on va parler des incidents un par un, mais on resitue rarement tout un climat, de cette manière-là. Mais il n'y a pas que dans la rue, il n'y a pas que sur le terrain que l'extrême droite s'impose ou essaie de s'imposer. Il y a Internet, il y a des trucs comme la vidéo de Papacito dont on a beaucoup parlé. Il y a maintenant aujourd'hui on parle carrément Code Reno qui incite carrément ces gens à s'armer, etc. Il y a besoin peut-être aussi d'une contre-offensive antifasciste sur Internet. C'est quelque chose aussi auquel vous pensez, diffuser des vidéos. Alors je sais que vous diffusez par exemple diffuser des agressions. Diffuser les agressions de l'extrême droite pour montrer son vrai visage, c'est bien, mais encore faut-il finalement avoir une grosse diffusion. Donc faut faire monter un compte Insta qui soit bien suivi, etc. Tout ça, ça fait partie aussi d'une stratégie. C'est un front que vous avez ouvert aussi à la jeune garde. Tout à fait. Bon, alors, encore une fois, on va redescendre un peu de notre piédestal. C'est pas la jeune garde qui a créé ça. Hein. Il y Bah a oui, mais des... c'est toi que je reçois, donc bon. Oui, bien sûr. Il y a des organisations antifascistes qui le faisaient auparavant Bien et très sûr. bien aussi, et qui continuent à le faire. Nous, c'est vrai que effectivement, on a voulu aussi s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire que on a bien observé que sur les réseaux sociaux, comme tu l'as rappelé, c'était extrêmement présent. Bah, c'est avoir une réponse à ça. Donc, tout simplement, c'est en se développant sur les réseaux sociaux, voilà, par des comptes Instagram, Twitter, Facebook, bon, maintenant qui est malheureusement un peu délaissé. Mais ouais, effectivement, il faut y aller. Notamment, là, on parlait de TikTok récemment. TikTok, c'est un réseau dans lequel de plus en plus l'extrême droite y va. Il va falloir réfléchir aussi à comment répondre à ça. Partout, de toute façon, où ils iront, on pointera le bout de notre nez, c'est évident. Et aussi sur cette question-là des réseaux sociaux. Et pareil, on a de bons retours hein, depuis qu'on s'est créé. Voilà, on a un groupe qui s'est créé il y a peu. Ça a plutôt bien marché. On a de bons retours sur les réseaux sociaux parce que les gens, encore une fois, ils ont besoin de ça. C'est là où on s'est dit qu'on a, au-delà d'une pure question stratégique, c'est qu'on s'est dit qu'on avait une responsabilité politique à faire ça. C'était pas seulement, ce serait bien de faire ça. C'est qu'on s'est dit, en fait, là, on n'a pas le choix. On a une responsabilité, on a un devoir auprès des gens qui souhaitent qu'il y ait un contre-discours, qu'il y ait enfin une apparition de contre-idées, etc., sur la question de l'extrême droite. Et voilà pourquoi aussi on s'est vraiment attardé sur cette question.
Alors je vais donner aux gens le lien parce que c'est des petits et des petites, plus ou moins petits et petites créateurs et créatrices sur YouTube qui ont fait et qui vont boucler d'ailleurs samedi leur saison Antifa. Je vous mets le lien dans le chat. C'est la playlist de toutes les vidéos qu'ils ont pu produire depuis déjà pas mal de semaines parce que ils et elles se sont donné voilà, la thématique en disant il y a une urgence à produire du contenu pour parler de ces questions antifascistes. Donc je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, saison Antifa. Il me semble que il y a un live samedi pour boucler un petit peu cette saison. J'imagine que vous-même, si vous voulez vous développer sur les réseaux, il y a peut-être des gens qui sont pas très chauds pour faire le coup de force dans la rue, mais qui seraient tout à fait qualifiés pour vous aider sur ces questions-là. Pareil, on peut les encourager à vous contacter, que ce soit des gens qui veulent faire un petit peu de communication, ou alors des gens qui veulent, je sais pas, vous aider à faire des vidéos, très concrètement. Pareil, pour vous contacter, Instagram, je mets des liens, comment on fait? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un petit manque dans la jeune garde. C'est-à-dire qu'on est vraiment axé sur le terrain. Dans nos quartiers, on milite, on traque beaucoup, etc. Et vu qu'on veut se développer sur ces questions-là, on en a grandement besoin. Donc, s'il y a des personnes qui sont motivées pour faire de l'antifascisme aussi, différemment que ce qu'on peut avoir comme idée, comme l'a rappelé Usul, c'est que ça passe aussi par là. Donc, bien sûr, sur les pages Instagram, c'est là où on est le plus réactif la plupart du temps, mais aussi sur les Twitter, que ça soit nos comptes personnels. Voilà, je l'ai rappelé, Maya, Jem ou Raphaël Arnaud, moi sur Instagram ou sur Twitter, mais aussi les comptes Jeune Garde Strasbourg, Jeune Garde Lyon et Jeune Garde Paris. N'hésitez pas à aller voir, Ouais, envoyer des ouais. Si messages. vous tapez Instagram Jeune Garde, il vous propose les trois dans la première. Voilà, celui que vous voulez. Lyon, Paris et Strasbourg. Les trois sont sur la première page. Et d'ailleurs, Instagram, c'est pratique, j'imagine, pour vous, parce que pour prendre contact avec quelqu'un, peut-être Twitter même encore plus, il est quand même relativement facile d'identifier politiquement quelqu'un via son compte Twitter. Bon, il y a de faux comptes Twitter de gens de gauche qui font style, mais en fait on les débusque quand même en 2-2. Hein. On vous le dit, hein, les fachos qui essayaient de faire des opérations sous faux drapeau en faisant un compte Twitter, ouais je suis inclusif machin. On voit bien que vous maîtrisez pas les codes et que vous comprenez la moitié de ce que vous essayez de faire. Et ça c'est le problème avec vous, c'est que en fait vous pensez nous comprendre. Donc vous essayez de faire des trucs, mais on voit bien que vous ne comprenez pas, parce que c'est grillé à chaque fois, quoi. Vous savez pas comment on... Vous comprenez pas, vous vous arrêtez à des trucs un peu simplistes, et donc du coup ça marche pas, hein, vos faux comptes Twitter où vous faites passer pour des gens de gauche. Je le redis. Mais bon, c'est mignon d'essayer, mais ça prend pas. Hein. Bon, alors là, il y a des questions peut-être un peu trop spécifiques. Après, il y a des questions parfois un petit peu spécifiques. Il y a eu des questions spécifiques aussi sur des trucs internes de jeunes gardes, de machin. On est volontairement, enfin, j'ai choisi volontairement de pas rentrer là-dedans parce que ça, vous pouvez aller vous embrouiller avec eux si vous voulez vous embrouiller avec la jeune garde. Vous pouvez aller vous embrouiller avec eux, il y a pas de souci. Mais là, on essaie de parler un peu plus largement, y compris d'antifascisme en général et y compris à des gens pas forcément lyonnais ou pas forcément, voilà. Donc, vous démerderez. Et en tout cas, c'était pas le propos de ce live de ce soir. Quoi d'autre avant de terminer? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que t'as un dernier mot? Non, bah, dernier mot, c'est un peu difficile là comme ça après tout ce qu'on a dit, mais c'est de dire qu'on va rien lâcher et qu'on sent bien quand même il y a une dynamique autour de la question de la lutte contre l'extrême droite qui est en train de se lancer. Nous, Mhm. on fait partie de cette dynamique, mais on est loin d'être les seuls. On le rappelle sans cesse, moi je le rappelle sans cesse dans mes interviews, on n'y arrivera pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a les organisations antifascistes spécifiques à cette lutte-là, on a un certain savoir-faire, mais on n'y arrivera pas sans toutes les associations, notamment qui militent sur la question des violences policières, des associations qui militent sur les questions écologistes, des associations qui militent sur les questions féministes, des associations qui militent sur des questions LGBTI, des organisations politiques plus traditionnelles, des syndicats qui défendent notre classe au jour le jour. Donc ouais, effectivement, on n'y arrivera pas tout seul et c'est toutes et tous ensemble qu'on y arrivera. Mais on sent bien qu'il y a une dynamique. Il y a eu cette date du 12 juin, la sauce elle prend, on le sent et c'est urgent. Et voilà, moi, personnellement, je suis très confiant et avec la jeune garde, voilà, on est aussi très dynamique et très confiant. C'est quoi les prochaines dates, les prochains trucs pour lesquels vous préparez un cortège, des slogans, etc. Ouais, C'est c'est une très bonne chose que tu rappelles. Du coup, il y a la date du 3 juillet, samedi 3 juillet à Perpignan. Il y a le congrès du Rassemblement national. Hmm.
on identifie encore Marine Le Pen comme étant la figure de l'extrême droite, mais si on est bien d'accord, c'est pas la seule à porter des idées de l'extrême droite, loin de là. N'empêche que ça reste la figure de l'extrême droite et pour l'instant le danger le plus concret d'accession au pouvoir. Donc il y a un réel enjeu à s'impliquer sur cette date-là. Donc à Perpignan, il y aura une contre-manifestation, donc contre directement le congrès de lancement de campagne de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Voilà, ce sera vraiment la prochaine échéance. Après, pendant l'été, on vous prépare plein de belles choses. C'est une certitude, que ça soit au niveau local sur Lyon ou dans toutes les villes. Toutes les jeunes gardes auront de nombreuses choses à, à vous mettre sur la dent, voilà, pour lutter contre l'extrême droite et de nombreuses autres organisations, je n'en doute pas. Voilà, donc je le redis, hein, n'hésitez pas à rentrer en contact. Mais je crois que je l'ai pas mal dit, hein, mais je l'ai pas mal dit, y compris dans d'autres lives, y compris dans d'autres trucs. N'hésitez pas. Et bon, là spécifiquement, je parle de la jeune garde, mais en général, je dis voilà, les groupes Antifa proches de chez vous, allez les voir en manif. Je sais pas, démerdez-vous, mais on a besoin d'être nombreux, on a besoin d'être mobilisés. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Si ces questions-là vous paraissent importantes, moi, elles me paraissent urgentes même, plus que quand j'ai commencé à militer il y a 20 ans. Et donc oui, il y a 20 ans. Donc, merci à toi d'être passé, Raphaël. On se retrouve plus tard dans les luttes, dans les cortèges, dans les manifs, peut-être dans les bars, on va voir. Et bah voilà, je remercie les gens qui ont modéré ce soir, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de boulot sur le chat. Toi, tu vois pas, mais bon, là, il y a quand même 2500 personnes. Il y avait 2500 personnes en moyenne qui nous écoutaient. Le replay sera dispo plus tard sur YouTube d'ici une semaine. Et voilà. Bon, bah merci tout le monde, merci au Modo, merci à toi Raphaël, merci aux gens qui sont passés. Et voilà, je vais lancer un petit raid, je vais regarder qui est connecté, qui fait quoi, à qui j'envoie des gens, qu'est-ce qui se Merci à toutes et passe. tous et merci à toi aussi, Usul, pour nous avoir reçus, parce que on a besoin de ça, tout simplement, comme tu l'as dit, on essaie de se développer sur cette question-là. Merci à toi pour le coup de pub, merci aussi à toi pour toutes tes vidéos, notamment sur Génération Identitaire, qui étaient très bien réalisées pour démonter ces idées-là. Donc on a besoin aussi de tout ce travail-là, et c'est ça aussi l'antifascisme. Voilà, c'est pas seulement nous militants de terrain, c'est aussi par exemple ce que peut faire Usul, comme plein d'autres. Voilà. Eh ben merci à toi. Bah là on va raider Docteur Pierre. Docteur Pierre, voilà, il est en just chatting, donc je sais pas du tout de quoi il parle. Mais souvent il parle de sociaux, pas mal de gauche, vous pouvez y aller, vous pouvez le suivre, et en général c'est très intéressant. Moi je vous laisse ici, je ne poursuis pas ce soir parce que je suis un peu claqué. N'oubliez pas, il y a le ouvrez les guillemets évidemment qui est sorti aujourd'hui, c'était sur les paris sportifs. Le côté il vise les classes populaires et le côté les influenceurs ont vraiment pas de race de faire de la pub pour des paris sportifs. Bref, voilà, allez voir le OSG et nous on se retrouve pour la revue de presse de mercredi, c'est ça. Ciao. Salut à tout le monde, merci.